Bonjour à tous. Donc je vous parle de cette étude qui a commencé il y a une année maintenant. Un tout petit peu sur le contexte. Je vais surtout vous parler de la phase 1, qui est la phase sur laquelle il y a eu le plus de résultats. Et comme cette étude n'est pas terminée, ce sont des résultats qui sont en cours de fabrication, en cours de production. Et puis je vous parlerai aussi un petit peu de la phase 2, qui traite de toute une série de préconisations qui va être faite. Alors, vous avez là tous les logos des 20 maîtres d'ouvrage qui participent au PAPI. Le PAPI, c'est le programme d'action de prévention des inondations, donc l'outil financier validé par l'État qui permet d'obtenir des subventions. Et effectivement, 166 actions et près de 89 millions d'euros dans ce PAPI. Sur l'axe 1, qui est l'axe qui a trait à la sensibilisation, il y a moins d'argent, 8 millions, mais sur le secteur et sur les actions qui ont directement trait à la sensibilisation, il y a quand même 3,7 millions d'euros qui sont envisagés sur la période de 2017-2019. Et puis, l'État nous demande des choses à travers ce PAPI. Il nous dit, vous, EPTB, vous êtes le coordinateur de ce programme d'action. Il faut qu'il y ait de la cohérence dans toutes ces actions qui concernent la sensibilisation notamment. Il faut de l'homogénéité, et puis il faut essayer de mutualiser. Et donc, notre démarche avec cette étude, c'est un petit peu de répondre à cette commande. Les objectifs de l'étude, d'une part, une sorte de grand diagnostic, où on en est en Ile-de-France sur ces sujets. Et c'est effectivement une démarche qui est plus qualitative que quantitative, vous verrez les outils. Ensuite, quelle stratégie on va choisir pour mettre en place tout ça? Et puis après, quels outils concrets, quelle méthode de travail, quelle façon de faire pour que dans les années qui viennent, et certainement sur une longue durée, on mette en place ces sensibilisations. Et puis il y a un troisième point sur cette étude, c'est tout le côté indicateur, mais je vous en parlerai pratiquement pas. Le territoire de cette action, c'est bien le territoire de l'Île-de-France. Alors, cette phase 1. Merci au CEPRI, parce que c'est une illustration qui vient d'un des guides qui a été élaboré par le CEPRI, que je vous conseille. Guide pour la sensibilisation des populations, je n'ai pas le titre exact. Il est téléchargeable, il est très intéressant. Et effectivement, non, je t'assure, il n'y a aucun risque. Et en fait, on est vraiment dans la notion de perception. Et ce diagnostic qu'on va mettre en place dans la phase 1, il s'intéresse vraiment à ce sujet-là. Le sujet de ce diagnostic, effectivement, c'est est-ce que les gens connaissent le risque? Est-ce qu'ils connaissent les aléas? Est-ce qu'ils connaissent les enjeux? Est-ce qu'ils savent que ça dure 3 semaines? Est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire une crue centenale? Mais c'est surtout, ce qui va nous intéresser, c'est les comportements. Est-ce que vous savez ce que vous avez à faire ce jour-là? En tant que collectivité, en tant qu'entreprise, en tant que personne individuelle. Et puis les perceptions, les motivations. Et puis on va rentrer encore dans le plus précis. Quelles sont les postures? Est-ce que vous êtes dans le déni? Est-ce que vous avez des croyances? Est-ce que vous avez des impressions? Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce qu'a présenté M. Jadot. On est sur l'analyse des freins, l'analyse des leviers, l'analyse d'obstacles qui vont rendre difficile cette sensibilisation et ce passage à l'action. Et parce qu'on aura peut-être mieux compris, mieux analysé, ou trouvé dans la littérature quels sont ces leviers, ces obstacles, on sera plus à même de mieux sensibiliser. Alors, quels outils pour mettre en place ce diagnostic? De la connaissance théorique, les guides du CEPRI, des retours d'expérience sur toutes les autres choses qui ont été faites. Et c'est vrai qu'on a pu faire l'inventaire de l'ordre d'une cinquantaine d'actions qui ont pu déjà être menées en Ile-de-France. Et on a pu regarder ce qui avait très bien fonctionné, ce qui avait moins bien fonctionné. Et puis, ça passe par du qualitatif, donc c'est des rencontres avec des gens, des entretiens individuels. Et puis, après, ça va partir vers des focus group. On met les gens dans une salle. Et puis on les fait échanger les uns avec les autres. L'interaction dans la discussion permet peut-être de mieux comprendre certaines situations. Et puis ça passera aussi par des sondages qui n'ont pas encore eu lieu. Donc je vais passer très vite sur les retours d'expérience qui ont déjà eu lieu. Il s'agit de regarder sur des choses. Depuis 2001, il y a une sorte d'inventaire qui a été fait de tout ce qui a pu être mis en œuvre. Donc là, quelques illustrations très sommaires et il y a une analyse qui en a été faite. Et puis je vais concentrer mon propos plutôt sur la façon dont les sociologues nous parlent de ce sujet. Et c'est vrai que
Je pense que l'approche par des sciences sociales permet d'essayer de mieux décrypter ce qui se passe vis-à-vis de cette thématique qui est quand même un peu plus compliquée que sur tout autre sujet en termes de sensibilisation sur les thématiques de l'eau, par exemple. Alors, là, c'est l'illustration d'un document de l'ONEMA, Regard des sciences sociales sur la mise en œuvre des politiques de l'eau, un document qui a 2-3 ans et qui a été sorti par l'ONEMA. Et puis un autre document qui est très récent, qui est sorti par l'ADEME, Changer les comportements, qui est aussi très intéressant, un peu plus long que le guide du ZEPRI, mais qui est très intéressant, qui parle des sciences sociales et des changements de comportement. Alors dans le cadre de cette étude, nous au PTB, on va fabriquer une petite note de vulgarisation. Enfin, on a fabriqué, d'ailleurs il faut remercier Contrechamp, qui est plutôt l'acteur qui a fabriqué cette note. Et puis cette note, on n'a pas encore fini de l'illustrer, de la mettre en page, mais on va la mettre à disposition de tous les acteurs qui le souhaitent. Et cette note, elle dit des choses assez simples. C'est pas seulement parce qu'on connaît le risque qu'on va s'en occuper. Il faut passer par une autre étape. Il faut passer par le fait d'accepter, d'intégrer ce risque dans son système de pensée. Et puis après, il faut se sentir responsable pour pouvoir passer à l'acte. Donc je vais développer un petit peu ces éléments-là. Avec ce schéma, on passe par la connaissance. Je sais quel est le problème, je risque d'être inondé dans tel ou tel secteur. Et il faut ensuite passer par une autre étape, c'est l'étape de la conscience. Je me rends compte que ce risque, il me concerne moi, personnellement. Ensuite, j'adhère et je me rends compte qu'effectivement, je peux régler quelque chose au problème. Et puis enfin, et je pense que c'est pas si fréquent, on peut peut-être passer à l'action et se dire, tiens, j'ai compris, ça me concerne, je suis d'accord pour dire que moi je peux y faire quelque chose, et ben je me mets à changer mon comportement et à appliquer quelques consignes qu'on me donne. Pour ce qui est de la connaissance, c'est assez voilà, facilement compréhensible. Ce qui est un petit peu délicat, j'ai l'impression, sur la façon de communiquer sur le risque, c'est qu'on a des messages qui sont quand même un petit peu perturbants. On va aller raconter à une personne que une chance sur 100 que cet hiver, il y ait des centaines de milliers d'habitants de la région Île-de-France qui doivent déménager, peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est quelque chose qui est tellement perturbant que ça ne tombe pas du tout sur le sens. Il y a une sorte de décalage entre l'information qu'on peut donner, qui est une information juste, et la façon dont ça va être perçu. Et voilà, il faut faire attention dans ces décalages. Cet élément de connaissance un petit peu brut, s'il n'est pas amené par notamment de l'accompagnement, par une discussion qui se fait à ce moment-là, eh ben, ça peut être quelque chose qui peut être en fait pas compris, tout simplement. Donc il y a des difficultés dans le fait d'apporter la connaissance vis-à-vis des gens, et un des leviers qui peut bien fonctionner, c'est quand même d'accompagner toute cette information par de la proximité. Et c'est pour ça que toute une série de sensibilisations entre collègues, entre voisins, entre pairs est certainement le plus efficace. Conscience du risque, je n'ai pas envie de trop développer, si ce n'est peut-être que pour certains acteurs du territoire, la crue de juin 2016, ça n'a pas été un problème au final. Très 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 médiatisé, mais pour les Parisiens par exemple, ça n'a pas été un problème. Est-ce qu'ils ne vont pas retenir que, en fait, le risque inondation, c'est pas un problème? Est-ce qu'ils vont passer cette étape de se dire, aussi, il peut y avoir une crue beaucoup plus importante qui, elle, impactera très fortement les Parisiens. Donc l'expérience, ou une petite expérience avec une crue qui ne pose pas trop de difficultés pour certains territoires, peut rendre plus difficile le fait de porter de la sensibilisation. Et puis après, c'est toute une série d'étapes autour de l'acceptation. C'est vrai que beaucoup de gens se disent c'est pas si grave, ça n'est pas à moi de m'occuper de ça, c'est au maire. Ce n'est pas à moi de m'occuper de ça. De toute façon, mon assureur va pouvoir m'aider complètement et je serai remboursé de tout. Je n'y pense pas. Et puis c'est vrai aussi, on est dans une notion qui est un petit peu anxiogène, qui fait un petit peu peur. C'est pas du tout agréable d'entendre parler de choses qui sont un petit peu angoissantes. Et donc c'est tellement facile de dire
je ne veux pas en entendre parler, ça n'arrivera pas, ou en tout cas pas cet hiver. Donc c'est vrai que l'oubli, le déni sont des notions qui sont très très fortement, enfin moi que je repère de plus en plus quand je rencontre et quand je parle de mon métier ou quand j'essaie de sensibiliser des personnes. Voilà, et puis effectivement le passage à l'action. Voilà. Moi je pense qu'il y a une impression qui est très très forte aussi en Ile-de-France, c'est que en quoi moi, habitant, en quoi moi, agent d'une collectivité, je vais pouvoir avoir une action qui va être efficace vu l'ampleur du problème. Et donc cette impression-là, elle est... on se dit tout simplement, c'est pas la peine que moi j'essaye de faire quelque chose. De toute façon, c'est tellement vaste, la région sera tellement mise à genoux que c'est pas moi qui vais essayer de régler mon problème, qui va régler le problème. Donc on a vraiment cette situation où on se dit très facilement, je remets à plus tard, on verra bien. En conclusion, une démarche de sensibilisation sur ce sujet-là qui est vraiment pas simple. Et de la sensibilisation toute simple, fabriquer une plaquette, ça va pas suffire. Il faut faire évoluer dans les comportements, les postures, et il y a toute une série de blocages d'ordre psychologique, sociaux, culturels qu'il faut franchir. Alors, sensibiliser au risque d'inondation. Notre objectif, au final, le PTB. Voilà, je vais vous parler un petit peu là de quelques pistes stratégiques qui vont être issues de ces éléments de diagnostic. Voilà. L'idée, c'est de faire changer les comportements des gens et que ces comportements, pour différentes cibles et différents types de populations, soient bien adaptés avant, pendant et puis après la crue. L'idée, l'ambition incroyable, ça serait de pouvoir dire on a des populations qui sont tellement imprégnées de cette idée de la culture de risque que ça pourrait pratiquement devenir une norme sociale partagée. Et moi, je prends l'exemple du tri des déchets. Il y a 25 ans, c'était pas tout à fait naturel de trier. Et puis, il y a eu quand même beaucoup d'actions de toute une série d'acteurs autour de cette thématique du tri. Les collectivités, les médias, il y a toute une série de cortèges d'acteurs qui ont incité les populations à faire du tri. Et aujourd'hui, c'est très naturel de trier les déchets chez soi. Et c'est tellement naturel que quand on voit son voisin d'à côté qui ne le fait pas, on se dit tiens, c'est bizarre, il ne le fait pas. Et vraiment, on a atteint peut-être sur cette thématique du tri la notion d'une norme sociale partagée. C'est devenu très très classique. Ça n'était pas le cas il y a 25 ans. Alors peut-être que l'ambition, et c'est peut-être très ambitieux, c'est que autour de la sensibilisation sur le risque, toute une série de comportements liés à la façon d'habiter, à la façon de faire en famille, à la façon de faire en collectivité, soient imprégnés de cette culture de risque et donc de faire que cette culture de risque devienne une norme sociale. Alors, quelques facteurs de réussite, c'est peut-être pas les seuls, mais en tout cas qu'on a identifié, de l'ancrage local dans la façon d'organiser son action de sensibilisation, le plus possible de la co-construction des argumentaires, des outils. Il ne s'agit pas pour nous au PTB de fabriquer dans notre coin et de livrer des outils de sensibilisation qui n'auront pas été co-construits. Et puis pour moi, l'essence de ce qu'on a certainement besoin de faire, c'est qu'il y ait du lien humain, qu'il y ait de l'accompagnement. On va fabriquer des vidéos, on va fabriquer des outils qui vont être disponibles sur le web, on va fabriquer probablement aussi des plaquettes, des choses qu'on va pouvoir consulter, mais à chaque fois, il s'agit d'accompagner. À chaque fois, il va falloir que ce soit de la relation humaine qui aille accompagner ces outils pour aller dans la réussite de la sensibilisation. Alors, d'autres facteurs de réussite, bien segmenter les cibles. Et c'est vrai qu'on ne va pas communiquer de la même façon auprès des jeunes, du grand public, adulte, du chef d'entreprise, du commerçant. Et je pense quand même qu'il faudra distinguer le commerçant du chef d'entreprise de la PME. Il faudra vraiment bien segmenter ces différentes cibles. Je pense qu'on est parti sur quelque chose qu'il faut absolument voir sur la durée. Pendant 10 ans, pendant 20 ans, il va falloir mener ces démarches de sensibilisation. Et les opérations isolées ou ne marcheront pas. Et donc c'est le travail en réseau. Alors le travail en réseau, c'est tout simplement aujourd'hui. Voilà.
On se réunit 4 fois par an, il y a les ateliers du papy, on se rencontre. Et puis c'est l'occasion de se sentir, de se connaître, de se téléphoner, de pouvoir régler des problèmes et peut-être de passer à une étape avec le réseau des réseaux, c'est-à-dire un réseau virtualisé et donc le site internet. Donc on a à l'EPTB un autre projet, j'en profite là pour vous présenter un petit peu ce site qui s'appelle Epicène, espace pour la prévention des inondations sur le bassin de la Seine, qui n'est pas sorti dans le public, mais qui est prêt et qu'on est en train de mettre à jour. Et d'ici 1 mois et demi, 2 mois, on va pouvoir ouvrir cette adresse à tous les praticiens de risque. Et ça va être le lieu où vous allez pouvoir trouver toute une série d'informations. Alors, j'en ai fini pour la phase 1 et je vais aller très très vite pour la phase 2. Comment on va essayer de mettre en œuvre ces grands principes? Cette phase 2, elle avait pour objectif d'établir toute une série de préconisations et puis de fabriquer des outils génériques. En fait, on parle beaucoup de co-construction, mais parfois il faut fabriquer des choses et puis les laisser après au territoire pour qu'ils soient adaptés. Donc, ce schéma, il faut le lire de bas en haut. Donc, tout ce qui est en violet, on parle bien de l'ancrage territorial, et donc pour une cible spécifique, un petit diagnostic de ce qui va se passer, donc c'est comment on va mobiliser les acteurs pour cette cible. Par exemple, j'ai envie de prendre les commerçants. Pour la cible des commerçants, quels vont être les différents acteurs qu'on va devoir mobiliser pour pouvoir sensibiliser ces commerçants? Probablement la commune, probablement la chambre des métiers et de l'artisanat. Quel relais de ces commerçants sur telle commune on va pouvoir former, sensibiliser? Et ensuite, avec quel type de message, avec quel type d'outils? Et ensuite, ces relais, ces référents, en quoi ils vont pouvoir aller distribuer entre pairs, entre commerçants, entre acteurs qui sont directement en contact habituel avec cette cible, ces messages de sensibilisation. Voilà un autre exemple sur cette notion de relais et de référent pour notre cible, les habitants. Donc, dans le cas par exemple des habitants, on peut penser que toute une série d'associations régionales ou nationales peuvent être des relais. Et ensuite, on peut envisager que des concierges, des ambassadeurs de quartier, des gardiens d'immeubles puissent, eux, porter des actions de sensibilisation vis-à-vis directement des habitants. Alors on peut imaginer ce principe à toute une série de secteurs d'activité du côté de la sphère publique, de la sphère privée et de la société civile. Sans oublier les jeunes et les scolaires qui sont un peu partout. Alors, pour finir, cette phase 2, elle vise également à produire toute une série d'objets très concrets, des esquisses, des illustrations, des vidéos, des choses dont on espère qu'ils soient adaptables pour pouvoir être repris dans les territoires. Et donc à la fin de cette phase 2, des outils opérationnels libres de droit, modifiables donc, et puis des prestations d'accompagnement pour la mise en œuvre de toutes ces actions. Les échéances, à la fin de l'année 2017, fin de la phase 1, et juste après, fin de la phase 2. Donc cette étude, elle va se terminer à la fin de cette année. Ce qui reste à faire encore, c'est tout un travail de poursuite d'entretien, de focus group et de sondage quantitatif. J'en ai terminé, je vous remercie. Je crois qu'à travers les échanges qu'il y a eu tout à l'heure entre Gilles et Julien Jadot, on voit bien que ce qui se passe depuis une vingtaine d'années, on fait beaucoup d'outils, mais finalement pour quelle efficacité? Là, je ne vais pas dire qu'on va être pertinent, hein. Je veux dire qu'on, dans la méthode, on va essayer de construire une ou des campagnes de sensibilisation en essayant de faire autrement. Alors, il faudra voir dans 5-6 ans, bien entendu, l'impact que ces campagnes-là auront eu, mais elles nécessiteront quand même un grand accompagnement, et j'insiste vraiment sur cette notion d'animation qui est absolument fondamentale et qui, pour l'instant, est complexe à financer, notamment à travers les collectivités. On préfère financer de la prestation de services que du temps passé, hein, ça, on le vit, nous, au quotidien, tous les jours. Et puis, par rapport au site Epicène qui a été présenté, je trouve que ça fait un peu écho à ce que tu as dit tout à l'heure sur un outil web centralisateur, hein, qui manque parfois, qui pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, s'il y a des questions, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, Philippe Mémy, SNCF.
Il me venait juste une question qui est valable pour vous deux, d'ailleurs, au passage. Est-ce qu'il y a eu des études équivalentes faites chez nos voisins européens sur comment se comportent justement les Allemands ou qui sais-je? Pas à ma connaissance. Mais je laisse Gilles. Voilà. Gilles Hubert. Excusez-moi. Hein. Oui, il y a des travaux. En Angleterre, en fait, il y a des travaux qui sont menés par un groupe de recherche en fait, qui a une mission un peu particulière avec le gouvernement, qui s'appelle, avec mon accent anglais, l'Université du Middlesex. Mais c'est bon, ça va en français, on arrive à traduire. En Allemagne aussi. Et en Hollande, il y a des équipes de recherche qui travaillent avec des opérationnels pour la production spécifique en lien avec les populations. D'ailleurs, comme j'ai le micro, je peux poser une question En te dépêchant, parce qu'il y a d'autres personnes D'accord, qui sollicitent la parole. Je voulais savoir, est-ce que des citoyens sont enrôlés et impliqués dans la production de ce qui est fait là? Moi, je crois que ça va être important que dans certains endroits, on puisse mobiliser directement des citoyens dans la production des outils. Et par contre, ça ne pourra pas se faire partout. Mais je pense que dans le montage des actions qu'on va mettre en œuvre dans les premières années, il faut pouvoir, dans des phases de conception et bien sûr dans des phases d'évaluation, avoir des panels représentatifs, des gens qui vont bénéficier de ça. Et des panels extrêmement larges qui vont du gardien d'immeuble, un restaurateur, un notaire, pour essayer d'avoir une validation sur les contenus, sur la compréhension des messages, pour effectivement qu'on sorte un peu des poncifs un peu techniques et qu'on arrive vraiment à pénétrer le cortex des gens, pour faire simple. Emmanuel Hubert. Bonjour, Emmanuel Hubert de l'EISTI, du master spécialisé en gestion des risques sur les territoires. Voilà. J'ai beaucoup apprécié le parallèle avec le monde des déchets. Donc c'est le monde par lequel je suis arrivé aux problématiques environnementales. Et j'ai fait partie, en 99, des ambassadeurs du tri, des gens qui faisaient du porte-à-porte et qui allaient expliquer aux gens ce qui allait être mis en place pour leurs déchets. Et je me suis toujours étonné qu'il n'y ait pas eu d'équivalent au niveau des risques, et quels que soient les risques, pour aller expliquer au plus près de la population ces problématiques et la sensibilisation. Et il y a des éléments qui sont assez aisés, et surtout sur l'inondation, pour bien faire comprendre aux gens, quand on va chez eux, que si jamais l'eau arrive chez eux, ça va être la cata. Et en plus, on parlait, ça fait écho avec ce que disait Julien, que quand on va voir les gens, qu'on discute avec eux, en effet, il y a moyen de les intéresser et il en reste toujours quelque chose dans leur tête. Et après, en faisant des passages, eh bien, on peut instituer une culture du risque. Voilà. Une sorte de pédagogie de la proximité, si j'ose dire. Après, peut-être que le parallèle avec les déchets est intéressant, mais s'il y a eu des ambassadeurs du tri, il y avait quand même un marché derrière des déchets. Donc, à quand un marché du risque, enfin de la gestion des risques, Je leur laisserai la parole s'ils sont dans la salle.